Amour prohibé. Chapitre 1. La Villa Bertrand. Adeline. Mai 1943. Depuis la disparition de ma mère en 1931, mon père ne s'est jamais remarié. Je suis sa seule enfant. La seule figure maternelle que je connaisse depuis mes 10 ans est Josette Bécher, notre cuisinière, une cauchoise pure souche, avec le caractère qui va avec, bien trempé. Son franc-parler, comme sa chaleur humaine, ont dû déteindre sur moi au fil du temps, car malgré ma personnalité plutôt introvertie, je n'ai pas la langue dans ma poche. À son contact, je me suis ouverte aux autres tout en conservant ma réserve naturelle face aux inconnus et en préservant les moments de solitude nécessaires à mon bien-être. Son mari, Jean, aussi cauchois qu'elle, s'occupe des travaux de réparation dans la maison, du parc et du potager. Leur fille, Amélie, travaille aussi dans notre maison comme domestique. J'ai grandi avec elle et j'ai toujours effectué les tâches ménagères avec elle jusqu'à ma formation d'infirmière puis de sage-femme à Rouen. Depuis que je suis diplômée, je suis revenue au Havre, mais je suis moins disponible qu'avant pour l'aider. Mais ma cousine Anna, qui a emménagé chez nous en décembre 1942 avec ses 2 filles de 7 et 4 ans, suite aux bombardements de Rouen qui ont détruit sa maison, a pris le relais. Seule, depuis que son mari, Pierre, est prisonnier en Allemagne, elle n'a eu d'autre choix que de venir se réfugier chez nous. Son travail d'institutrice lui laisse un peu plus de temps qu'à moi. Ainsi, chacune d'entre nous participe à l'entretien de cette grande maison. Selon mon père, je ressemble beaucoup à ma mère, physiquement, mais aussi par ma personnalité. Elle fonctionnait à l'instinct et savait d'emblée si elle pouvait faire confiance à quelqu'un ou non. Sa première impression était généralement la bonne. Pour autant, elle essayait toujours de voir le côté positif des personnes qu'elle côtoyait. J'ai hérité d'une partie de sa perspicacité et je suis assez optimiste dans mes rapports avec les autres. Depuis le début de la guerre, et surtout depuis que nous sommes sous le joug des Boches, mon intuition m'est très utile. Tout n'est pas noir ou blanc. Tous les Français ne sont pas des gentils, et les Allemands ne sont pas tous des brutes sadiques. En réalité, il y a toutes sortes de nuances chez les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, je reste méfiante. Après tout, je suis née dans le pays de Caux, moi aussi. Dans notre France occupée, il ne faut pas grand-chose pour avoir des ennuis. Ne pas respecter le couvre-feu, se balader sans Ausweis, suffit pour se retrouver avec une étiquette de terroriste. Afficher trop de sourires, saluer poliment, héberger l'occupant, même si vous n'avez pas eu le choix, devient suspect, et vous pouvez être catalogué de collabo ou de putaboche si vous êtes une femme. Le Havre a beau être une grande ville, les rumeurs vont bon train dans les quartiers. 7h30. Je dois hâter le pas pour parcourir les derniers mètres jusqu'au terminus du funiculaire qui va m'emmener jusqu'à l'hôpital. Il est bondé, comme d'habitude. Je préfère le funiculaire de la côte, que nous, les Havrais, appelons la ficelle, plutôt que mon vélo. Disons que pour aller, pas de problème, l'itinéraire est en descente. Mais le retour en montée est une vraie galère. Et après une garde de 12 heures, non merci. En plus, dans le funiculaire, je suis à l'abri quand il pleut. C'est d'autant plus simple pour moi qu'il relie la rue Flaubert, proche de l'hôpital et à 5 minutes à pied de la maternité, à la rue Félix-Faure où se trouve la villa de style anglo-normand où nous vivons. De toute façon, depuis le 13 juin 1940, l'essence est réservée aux chleux et les seules voitures qui circulent sont les leurs, ou presque. Mon père, en tant que chirurgien à l'hôpital Flaubert,
a sollicité au début l'Ortskommandantur pour obtenir un peu d'essence, mais n'a jamais obtenu cette faveur. En outre, il y a aussi une pénurie de pneus. Moralité, comme moi, il a opté pour le funiculaire ou le vélo lorsque nous sommes appelés pour une urgence en dehors des heures de fonctionnement des transports en commun. Le funiculaire et les bus sont toujours bondés depuis l'occupation. Néanmoins, je ne suis pas certaine que la CGFT fasse beaucoup de bénéfices. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas côtoyer les Boches, utiliser les transports en commun, c'est inéluctablement se retrouver en contact avec eux, puisque les soldats de la Wehrmacht en uniforme et les civils porteurs d'un brassard jaune et noir avec l'emblème national allemand peuvent circuler gratuitement, ou plutôt aux frais du gouvernement de Vichy. Sans compter que l'armée allemande et les sociétés relevant de l'organisation Todt ont aussi loué les autobus Somua et Renault. Depuis les attentats perpétrés par la résistance en novembre 1942, la plateforme avant des motrices est réservée aux troupes d'occupation. De même, devant la menace grandissante d'un débarquement allié, les dessertes proches du port ou de la plage sont interdites et les terminus de plusieurs lignes ont été déplacés à l'hôtel de ville ou à la place Gambetta. Finalement, hormis celui du 16 avril 1942, qui a entraîné une fermeture du réseau durant près de 15 jours, les bombardements alliés n'ont que très peu perturbé le service. Je profite de mon repos pour passer à la librairie d'Ombre, une véritable institution au Havre, et en tout cas celle que je préfère et à laquelle je reste fidèle, bien qu'il y en ait quelques autres bien achalandées. Mais j'apprécie sa propriétaire, Suzanne, une sympathique quadragénaire. Elle m'accueille avec un grand sourire. « Oh, Adeline, comment vas-tu ?»« Très bien, et toi ? As-tu des nouvelles de ton mari ?» Elle pousse un grand soupir et son sourire s'efface d'un coup. « J'ai enfin reçu une carte, mais elle mentionne uniquement qu'il travaille dans une ferme, dans une famille dont le père est à la guerre. »« Déjà, il est en vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. » Il finira par revenir, répliquai-je d'un ton léger pour tenter de la réconforter. Après tout, tous les prisonniers n'ont pas cette chance, et certaines familles n'ont même pas encore reçu de courrier. Elle acquiesce avec un petit sourire et me tend un paquet. Voilà ta commande, et celle de ton père. Je récupère le colis et lui glisse quelques billets, le solde de la commande. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de nouveaux ouvrages. Non seulement il y a la pénurie de papier, mais avec leur fichue liste auto, les catalogues des éditeurs ne contiennent que des ouvrages permettant d'apprécier objectivement les problèmes européens, comme ils disent. Je sais, Suzanne, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On ne trouve plus de livres traduits de l'anglais, à part les classiques et du polonais, sauf les livres scientifiques, excepté ceux dont les auteurs sont juifs. Idem pour ceux qui retracent la biographie d'un juif. Oh, mais attends, maintenant c'est la littérature russe qui est interdite. Pas étonnant, avec l'échec subi à Stalingrad et la pénurie de papier à bon dos. Il y en a manifestement assez pour leur fichue propagande. Je visualise en le disant leurs affiches telles « Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands », sur laquelle un grand blond tient un petit sur un bras avec deux autres enfants souriants qui s'accrochent à ses jambes. Ou bien « Fini les mauvais jours, papa gagne de l'argent en Allemagne », avec une maman serrant sa fille dans ses bras. Comme si elle lisait dans mes pensées, Suzanne met un doigt sur sa bouche. « Chut, on pourrait t'entendre. » Il est vrai que, rien que pour ce genre de propos, certains dénoncent leurs voisins ou leurs amis pour être dans les petits papiers d'ébauche. J'ai encore gravé dans ma mémoire la nouvelle de l'arrestation de Gérard Morpin, le 6 juin 1941, avec 7 autres membres de son réseau, sur dénonciation par un des leurs, expulsé peu de temps auparavant du groupe. D'autres dénonciations avaient entraîné 48 arrestations au sein du groupe entre juin et juillet 1941, sans compter la rafle du pont de la Barre, le 25 juillet 1942, en représailles d'attentats terroristes, et celle de Juifs en février et en octobre 1942. Je ne suis pas prête d'oublier ces événements tragiques. En attendant, depuis mars, les Alliés ne font pas de cadeaux aux Allemands. Ils bombardent jour et nuit pour détruire des usines aéronautiques et des bases navales.
Les Anglo-Canadiens de nuit et les Américains de jour. Oui, mais au passage, ils bombardent aussi nos ports, à savoir ici au Havre, à Cherbourg, Marseille ou Toulon. C'est vrai, Suzanne, mais on n'a rien sans rien. Bon, je vais y aller. À la prochaine, lançai-je après un profond soupir. À bientôt, ma belle. De retour à la maison, après avoir rangé ma veste dans le vestiaire de l'entrée, je dépose les livres de mon père sur son bureau, à gauche du hall d'entrée. Je me dirige allègrement tout au bout du vestibule vers la cuisine. Josette et Amélie sont en train d'éplucher des légumes. « Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ?»« Potage aux légumes et compote de fruits en dessert, » annonça la cuisinière. « Heureusement que nous avons le potager et le verger. »« Reste-t-il des tickets pour la viande et le lait ?»« Plus pour la viande, » répond Josette en me montrant la boîte en fer où sont soigneusement rangés les précieux bouts de papier. Y étaient rangées non seulement les cartes d'alimentation, mais aussi les cartes de vêtements et d'articles textiles, les cartes de tabac, de jardinage, de vin, les coupons permettant l'acquisition d'une paire de chaussures et de produits détersifs, ceux pour le charbon, les tickets pour les articles de ménage en fer et les articles d'écolier, et j'en passe. Chacun de nous a sa carte individuelle d'alimentation, dont la couleur varie selon notre catégorie parmi les 8 décrétées. Nous sommes 6 adultes, dont aucun n'est travailleur de force pour être en catégorie T, ou femme enceinte, afin de bénéficier de suppléments. Nous sommes tous en catégorie A, avec une carte violette. Marie, du haut de ses 4 ans, est en catégorie J1, alors qu'Estelle est en J2, avec respectivement une carte verte et une carte lilas. Qui plus est, depuis 1940, les rations diminuent régulièrement. La quantité de viande par semaine et par adulte, fixée à l'époque à 360 grammes, est désormais divisée par 3 dans la majeure partie de la France. Encore qu'au Havre, nous bénéficions encore cette année de 250 grammes, car la population y est considérée éprouvée par les bombardements. Quelle ironie! Idem pour le pain, qui de 350 grammes est passé à 275 grammes par jour et par adulte, et dont la qualité est de plus en plus médiocre. Ou encore pour le beurre, dont la ration est quasiment divisée par 2 pour atteindre 110 grammes par semaine. Tout ravitaillement est extrêmement compliqué. Amélie passe beaucoup de temps à faire la queue, et je la relais lorsque je suis en repos. Il faut se tenir au courant des déblocages annoncés par la presse ou l'épicier, tenir à jour ses inscriptions, deviner l'heure à laquelle commencera la queue favorable, surveiller le compteur à gaz et le compteur d'électricité, marchander une fausse carte de pain moins chère qu'une vraie, mais plus difficile à faire passer. Mon père et moi tapons dans nos économies pour améliorer l'ordinaire, mais nos ressources diminuent pendant que les prix des denrées au marché noir augmentent. Heureusement, avec le potager, nous avons des légumes. Nous avons aussi des volailles, quelques lapins et une chèvre. Et nous nous rendons chez les fermiers que nous connaissons dans la campagne environnante pour le beurre et le fromage. Maigre consolation, les soldats des troupes d'occupation sont également rationnés, avec leur propre ticket de rationnement, mais eux bénéficient de suppléments de viande. Je vous laisse travailler. Je vais faire un peu de ménage au premier en attendant, déclarai-je en sortant de mes pensées. Je grimpe 4 à 4 l'escalier avec mes bouquins dans les bras. Je les pose sur le bureau avant de me rendre dans la réserve, proche de ma chambre pour attraper plumeaux et chiffons. Les seules chambres dont je n'ai pas à m'occuper sont celles qu'occupe Anna face à l'escalier et celles qu'occupent les filles juste à côté. Ma cousine gère aussi la salle de bain contiguë à la chambre des filles et les toilettes, en face de sa propre chambre. Quant à moi, je gère ma chambre, ma salle de bain et les 2 chambres situées de chaque côté de la réserve.